Hortense Mancini, la plus jolie des nièces de Mazarin, est un roman curieux. Absolument remarquable par moments, il est aussi assez décevant par d'autres. Ce court roman a été publié en 77 livraisons dans le quotidien Le Populaire de Paris, organe central du Parti socialiste, SFIO, dont le directeur politique était Léon Blum. La publication s'est échelonnée du 24 août au 29 novembre 1939, certains numéros ne comportant pas de feuilleton, période correspondant à celle de l'approche et du début de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur a puisé dans les mémoires du temps pour retracer la vie de la nièce de Mazarin, tout en y injectant une dose de romanesque inspirée largement des Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Un peu décousu, le roman est structuré en 5 chapitres, qui sont en fait des grandes parties, elles-mêmes divisées en petits chapitres dotés d'un titre. Il se focalise sur quelques périodes particulières. La première partie traite des grandes manœuvres qui entourent les multiples nièces du cardinal Mazarin. Ce dernier a beau être issu d'une obscure famille italienne, sa toute-puissance dans le royaume de France fait que les plus grandes familles rêvent d'obtenir une des nièces comme épouse pour un de leurs hommes à marier. Il est vrai que Louis XIV, jeune homme à l'époque, nous sommes en 1656, il a 18 ans, donne l'exemple en prenant comme maîtresses successives plusieurs des nièces en question. Il faut croire que ces jeunes filles sont exceptionnellement jolies et charmantes puisque nombre de grands seigneurs et membres de diverses familles royales semblent en être tombés authentiquement amoureux. Le roman décrit donc par le menu à l'occasion d'une grande fête donnée par le cardinal dans son palais les intrigues qui se développent autour des demoiselles. Car bien évidemment, de tels mariages relèvent de la haute politique et des jeux d'alliance autour de Mazarin et de la couronne de France. Hortense, qui n'a encore que 12 ans, fait tourner toutes les têtes par sa beauté et son charme lorsqu'elle fait une démonstration de danse. Parmi les hommes qui en tombent amoureux figure en particulier le marquis de la Meilleraye. C'est finalement à celui-ci que la petite Hortense, alors âgée de 12 ans, est promise en mariage. La deuxième partie se passe 5 ans plus tard. Mazarin est mort, et Hortense vient d'épouser la Meilleraye, à qui elle apporte une grande partie de l'immense fortune de son oncle et le titre de duc de Mazarin. Malheureusement pour elle, son mari est à moitié fou et lui fait subir les pires extravagances. Par exemple, dévot fanatique, il casse au marteau les sculptures antiques sans prix héritées de Mazarin, parce qu'il les trouve impudiques. Cette partie est donc consacrée pour l'essentiel à la description de la folie de ce duc de Mazarin, des malheurs de la jeune Hortense et des réactions variées du roi et de la cour. Persécutée par la jalousie obsessionnelle de son mari, Hortense accouche à 17 ans de sa première fille dans une auberge de village, avec la seule assistance du tueur de porc de l'endroit, son mari ayant refusé toute autre aide. La jeune femme finit par se réfugier dans un couvent, où son mari cherche à la faire arrêter. La troisième partie traite de leurs manœuvres respectives. Fort d'une décision de justice, le duc de Mazarin obtient de Louis XIV son appui pour faire arrêter Hortense dans son couvent. Le roi lui octroie le soutien de D'Artagnan et d'une troupe de mousquetaires. En parallèle, la famille d'Hortense et ses nombreux amis, dont Turel, le vieux général amoureux depuis toujours de la jeune femme, montent une expédition pour aller chercher Hortense dans son couvent et l'escorter jusqu'en dehors du pays, seul moyen de la mettre à l'abri de son mari. Alors que les deux camps préparent leur expédition pour la même nuit, Hortense reçoit la visite de l'évêque de Vannes, c'est-à-dire Aramis. Devenu général des Jésuites, il vient apporter son appui à l'évasion d'Hortense. En partie parce que, lui aussi, a toujours eu un faible pour la jeune femme, mais aussi et surtout parce qu'il veut la recruter comme agent des Jésuites. L'évasion réussit avec quelques péripéties, et notamment parce que D'Artagnan ne met guère de zèle à aider le duc de Mazarin. Hortense part en direction de la Savoie. Elle est poursuivie par Louvière, homme officiellement à la solde de son mari, mais secrètement affilié aux Jésuites. En l'envoyant à Turin, capitale des États de Savoie, le but d'Aramis est de faire jouer à la jeune femme un rôle central dans l'organisation de l'évasion de Fouquet. Ami des Jésuites, ce dernier est emprisonné dans la forteresse de Pignerol à 2 pas de là. Le complot, mené par Hortense et Madame Fouquet, est décrit par le menu. Fouquet s'évade en effet. Malheureusement, il se trouve que Louvière nourrit une haine inextinguible contre l'ancien surintendant de Louis XIV. Il prévient les autorités de l'évasion et Fouquet est remis en prison. Ayant choisi de donner la priorité à sa vengeance personnelle. Louvière a donc trahi les Jésuites. Confronté par Aramis, il tente de l'assassiner mais échoue, la vengeance du général des Jésuites sera terrible. Dans la 4e partie du feuilleton, un an plus tard en 1669, Hortense est à Rome chez l'une de ses sœurs. Des échanges épistolaires avec sa famille permettent d'être informé de ce qu'il se passe dans les différentes cours européennes, ainsi que chez les divers ménages des nièces de Mazarin.
À l'occasion de l'élection d'un nouveau pape, Aramis complote pour la plus grande gloire des Jésuites. Le récit suit ensuite la vie d'Hortense, avec sa fuite en France en compagnie de sa sœur Marie, en suivant de plus près les mémorialistes de l'époque, que Georges de Laquis cite à plusieurs reprises. La cinquième et dernière partie, en 1673, est beaucoup plus historique. Elle traite essentiellement de l'approche de la guerre entre la France et la Hollande et des grandes manœuvres d'alliance qui l'accompagnent. Hortense intrigue auprès du duc de Savoie pour en faire un allié de la France, alors que son épouse veut le rallier à Hollande. Le récit finit par se concentrer sur les batailles menées par Turenne et la mort de celui-ci. Les dernières lignes du roman évoquent le passage d'Hortense en Angleterre où elle allait mener la deuxième partie de son existence. Et l'occasion de retrouvailles entre D'Artagnan, Aramis et Porthos qui ne se sont pas vus depuis fort longtemps. Athos n'apparaît nulle part dans le récit, même s'il est cité à plusieurs reprises. Cette rencontre est décrite avec beaucoup de finesse et d'humour. On y voit entre autres Aramis, devenu général des Jésuites, expliquer à D'Artagnan les enjeux politiques et diplomatiques des mariages des nièces en cours de négociation, et se livrer à une description d'Hortense pleine d'un enthousiasme qui montre que l'homme d'église n'a pas complètement étouffé sa vieille passion pour les femmes. Coup de foudre au palais Mazarin. Monseigneur d'Herblay, surprit dans une glace l'image de ses deux amis qu'il ne pensait pas rencontrer là, et vint rapidement vers eux, car il s'avisa vite qu'il en avait été vu, et n'avait d'ailleurs aucune raison, ce soir-là, de se dérober. Cher D'Artagnan, cher du Vallon, leur dit-il tout souriant en arrivant à leur hauteur, que voilà donc une bonne surprise. Et quel est le bon génie qui a pris soin de nous ménager cette rencontre imprévue. Les trois mousquetaires se serrèrent la main avec une affectueuse effusion. Pour moi, cher ami, dit D'Artagnan, je suis de service ce soir avec ma compagnie, je sais donc pourquoi je suis là. Et vous, cher du Vallon? Ma foi, dit Porthos, moi je n'en sais rien. J'y ai reçu une invitation, je suis venu. Et vous ne savez pas qui vous a invité, demanda l'évêque, ironiquement. Non. Moi non plus, d'ailleurs, ajouta Aramis. Y aurait-il encore là-dessous quelque intrigue? Ou est-ce que le Monsignor aurait besoin de nous? Il m'a trop bien reçu tout à l'heure, ce qui doit cacher quelque chose. D'Artagnan souriait en écoutant ses deux amis se perdre en hypothèses. Ne cherchez pas, dit-il enfin. C'est moi qui vous ai fait inviter pour avoir le plaisir de vous voir et pour n'être pas seul au milieu de toutes ces gens que je ne connais guère. Voilà une riche idée, comme toutes celles que vous avez, mon cher ami, dit Aramis. Profitons-en et asseyons-nous dans ce petit cabinet où nous serons fort bien pour bavarder, non pas de nos affaires, puisque nous n'en avons plus, grâce à Dieu, mais de ce qui nous tient à cœur à chacun. Les trois amis s'assirent à l'écart et Porthos, avant de s'asseoir, regardait de toutes parts, comme s'il cherchait quelque chose ou attendait quelqu'un. D'Artagnan plissait ses petits yeux vifs en fixant du regard le prélat qui venait de lui dire qu'il n'avait plus d'affaires. Du moins plus ensemble, pensa-t-il en regardant Aramis comme au temps de leur exploit commun, du temps du grand cardinal, et même du petit. La Rochelle. Milady. Cromwell. Charles Ier, la Fronde. Que c'était loin tout cela, déjà. Mgr d'Herblay comprit sans doute ce qui se passait dans l'esprit du mousquetaire, car il prit son air rêveur et détaché pour dire. Nous ne sommes plus d'âge à nous mêler de tout cela, maintenant, mon cher D'Artagnan. Nous approchons de la retraite. Je suis évêque, vous êtes capitaine, ou vous allez l'être bientôt, Porthos est baron, Athos, au fait, que devient-il, ce cher Athos? Avez-vous de ses nouvelles? Non, dit D'Artagnan. Il doit être dans sa terre de Bragelonne, à Blois, à faire de la philosophie en tête-à-tête avec une bouteille de ce Bourgogne qu'il aimait tant. Pour moi, j'écris mes mémoires. Bravo, dit Aramis. Tout ce que nous aurons fait ensemble, pendant ces 30 dernières années, divertira peut-être plus tard quelques amateurs de belles aventures et il se trouvera bien quelques romanciers pour en faire un roman. C'était plutôt votre affaire que la mienne, au surplus. Remarqua le fin Gascon qui ne manquait pas une occasion de railler gentiment le mousquetaire abbé sur son goût de l'écriture. Mais j'ai maintenant du loisir. Comme Porthos continuait à inspecter de temps en temps l'horizon sans rien voir venir, D'Artagnan lui en fit la remarque. Ah! Ça, mon bon ami, qu'avez-vous donc à regarder ainsi de tous côtés? Redoutez-vous de voir apparaître le sinistre monsieur Mordaunt ou sa charmante mère? Non, non, fit Porthos évasivement. Je regarde. Non, rien. Vous disiez? Je disais, j'allais dire, plutôt, qu'il y avait ici, ce soir,
Une fort jolie fête où ne sont invités que des personnes de première importance et tout y serait parfait si Jean pouvait discerner le but, l'objet ou la nécessité. Je vais vous le dire, cher ami, sourit Aramis en se rapprochant de D'Artagnan. Celui-ci ouvrit de grands yeux, car il ne s'attendait pas à tant de confiance de la part du discret, du mystérieux compère. On lui avait changé son Aramis. Cela vous étonne, on dirait, dit Mgr d'Herblay. Il n'y a pourtant là rien que de très ordinaire. Le but de cette fête est de marier les nièces du cardinal. Son objet est de leur présenter des maris. La nécessité est précisément celle où se trouve son éminence de faire alliance avec quelques puissantes familles qui consolideront son crédit déjà énorme et mettront à sa merci des gens qui lui pourraient nuire. Regardez comme cette imbroglionne fait adroitement les choses. La maison de Vendôme était une de ses grandes ennemies. Ce fou de Beaufort en est resté 6 ans à la Bastille, et nous savons comment il en est sorti. Ma foi, non, dit Porthos. Moi je ne le sais pas. D'Artagnan vous expliquera cela une autre fois. Et puis, ne regardez donc pas toujours ainsi autour de vous pour voir si votre plateau de pâtisserie arrive. Il n'arrivera pas, monsieur Colbert vient de flanquer à la porte le laquais qui vous l'apportait. Porthos devint tout rouge et se leva. Où allez-vous, Porthos? Je vais étrangler monsieur Colbert. D'Artagnan le retint par les bacs de son habit. Restez ici, mon ami. Cela ne se fait plus. Et puis, on n'étrangle pas monsieur Colbert. C'est une couleuvre qui vous glisserait des doigts. Asseyez-vous. Vous vous rattraperez tout à l'heure au souper. Ah. Il y a un souper, dit Porthos rassuré. Bien. Je me rattraperai au souper.